Il y a aussi un chat Oui, sur cette alors, solution? alors c'est Webex, hein, donc D'accord. tout est en bas, il y a une petite bulle. Mhm. Alors, ah oui, c'est vrai que quand on est présentateur, je ne sais plus comment ça se présente. C'est en haut. C'est en haut? Alors, en haut, Ça y est, en j'ai pu. glissant la souris, voilà, ça fait apparaître. Et donc, en cliquant sur la petite bulle, on a un petit chat. Victoria, d'ailleurs, déjà commencé. Exactement. Ouais, Voilà. je vois. Donc, bonjour à tous. On va attaquer, hein, après tout. Voilà. De toute façon, comme pour les autres sessions, c'est enregistré. Et Cyrielle, je t'enverrai le lien pour que tu puisses télécharger la, la vidéo pour la mettre en ligne. On y va? Très volontiers. Allons-y. Bien. À nouveau, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Guillaume Malespine, le directeur de l'audit, du contrôle interne et des risques de l'UGAP. J'étais précédemment en responsabilité au sein de la direction juridique de l'UGAP. Je suis également médiateur interne et je suis très heureux d'intervenir devant vous dans le cadre ces universités des maires pour évoquer les fondamentaux sur les marchés publics. L'UGAP, en bref, c'est une centrale d'achat public, un établissement public industriel et commercial de l'État, placé sous la tutelle du ministre chargé du budget et du ministre de l'Éducation nationale. C'est un établissement public qui a trois grands segments de clientèle: l'État, les collectivités territoriales. C'est aussi la raison de notre partenariat avec l'association des maires de France Mairie 2000, dans le cadre duquel, alors, c'est possible. Alors, on va essayer, s'il vous plaît. Si, voilà, merci. À ceux qui arrivent, est-ce que vous pouvez penser à couper vos micros, s'il vous plaît? Là, je viens de couper Monsieur Philippon. Si vous pouvez penser à maintenir vos micros coupés, ce serait vraiment très appréciable. Merci à tous. Donc, un établissement public qui a comme segment de clientèle aussi les collectivités territoriales, je le disais à l'instant, et c'est dans ce cadre que l'UGAP a conclu un partenariat depuis plusieurs années avec l'association des maires de France Mairie 2000, partenariat qui précisément nous offre l'opportunité d'intervenir sur nos sujets d'expertise que sont les fondamentaux sur les marchés publics. Alors, l'idée est ici de donner aux gestionnaires locaux qui entrent en fonction les clés permettant de contractualiser en toute sécurité et d'avoir les bonnes questions lorsqu'on lance une procédure de marché et lorsqu'on exécute une procédure de marché. N'hésitez pas à poser des questions, le programme est assez dense, vous le voyez apparaître, mais cette réunion de sensibilisation sur les fondamentaux de la commande publique, des marchés publics, doit être aussi l'occasion pour vous de poser des questions très pratiques et j'y répondrai bien volontiers dans le cadre du chat. Alors d'abord, rappelons que les fondamentaux sur les marchés publics, le droit des marchés publics, désormais repose sur un texte souhaité par le gouvernement, qui est le Code de la commande publique, adopté fin 2018, entré en vigueur au 1er avril 2019. Pour faire simple, et je ne rentrerai pas dans le détail de la structure du code, disons que ce texte, accessible sur Légifrance, bien sûr, permet aux gestionnaires locaux d'avoir accès aux grandes règles qui gouvernent la passation du contrat, mais aussi son exécution. Il y a de surcroît un certain nombre de dispositions qui sont relatives aux difficultés, aux litiges, dans le cadre de modes alternatifs de règlement des litiges. Tout cela est bien organisé désormais
avant l'entrée en vigueur de ce code de la commande publique, les textes étaient très épars, n'étaient pas accessibles aisément aux gestionnaires. Là, on a un document de référence auquel on peut se reporter. Mais précisément, on se reporte à ce texte dans quel cas? Dans quel cas est-on en présence d'un marché public, de sorte que ce sont les règles des marchés publics et non pas les règles des concessions, les règles des subventions, les règles des conventions d'occupation domaniale qui s'appliquent. Dans quel cas est-on en présence d'un contrat qui précisément est un marché public? Quelques éléments caractérisant ce contrat. D'abord, un marché public est conclu par un acheteur, et nous verrons dans quelques instants avec des exemples concrets ce qu'est cet acheteur, avec un ou plusieurs opérateurs économiques. Donc deux parties, une personne publique et un opérateur économique dont nous allons voir qu'il peut s'agir au cas général d'entreprises privées, mais qu'il peut s'agir aussi, dans certaines situations, de personnes publiques elles-mêmes qui vont répondre à une consultation. Il n'y a là rien d'irrégulier, rien d'incongru. Deuxièmement, un marché public est conclu pour répondre à un besoin de l'acheteur, un besoin de la commune, un besoin de l'établissement public de coopération intercommunale en matière de travaux, en matière de services et en matière de fourniture. Troisième considération, le marché public est nécessairement conclu à titre onéreux. S'il n'y a aucun aspect financier, aucune dimension économique, aucun avantage économique dans le contrat, alors ce n'est pas un marché public. Une prestation réalisée à titre gratuit par un titulaire au profit d'une collectivité territoriale, d'une commune, n'est pas constitutive d'un marché public. Ce caractère onéreux du contrat, au cas général, il se traduit par le versement d'un prix, c'est-à-dire le versement d'une rémunération convenue dans le contrat entre la commune et le titulaire, entre l'établissement public de coopération intercommunale et le titulaire. C'est l'hypothèse la plus classique. Mais il peut très bien y avoir marché public avec onérosité du contrat, sans que pour autant la commune ne verse quoi que ce soit à son titulaire. Je vais prendre un exemple pour illustrer ce propos. L'exemple est celui tiré de l'édition d'un journal d'information municipale. Prenons l'hypothèse où une commune souhaite, pour la communication institutionnelle, éditer un journal d'information municipale sur support écrit ou sous forme électronique. Il y a un besoin de la commune. Ce besoin, il va être satisfait par l'éditeur de ce journal d'information municipale. Donc, on est bien ici dans la satisfaction du besoin en matière de service ou en matière de fourniture. Mais concevons que ce journal d'information municipale, il ne se traduit pas par le versement d'un prix de la commune vers l'éditeur. Il ne se traduit pas par le versement d'un prix dans la mesure où l'éditeur du journal d'information municipale va se rémunérer non pas sur le prix, mais sur les recettes publicitaires. Dans le journal d'information municipale, il y a l'information institutionnelle de la commune et puis il y a des annonceurs qui vont pouvoir diffuser leur publicité sur leur activité, sur leur commerce. C'est très classique. C'est très classique. Dans la commune où je réside, il y a un journal d'information municipale et il y a un certain nombre d'annonceurs qui sont des commerces de la commune ou des commerces des communes avoisinantes. Eh bien, là, on peut concevoir que la rémunération du prestataire d'édition du journal d'information municipale procède des recettes publicitaires, si bien que la commune ne verse aucun prix à l'éditeur. Pour autant, cela n'en fait pas moins un marché public, car il y a un élément d'onérosité dans l'opération. Quatrième caractéristique, le marché public est nécessairement conclu pour une durée limitée. Au cas général, cette durée est de 4 années. On peut aller au-delà
dans l'hypothèse où les investissements doivent être amortis, les investissements du titulaire doivent être amortis au-delà des 4 années, mais le cas général d'un marché à bon de commande classique est d'une durée de 4 ans. Nous verrons qu'il est parfois prudent de prévoir une durée de 4 ans à raison de 2 années fermes et 2 périodes de reconduction d'une année si l'on souhaite se désengager avant le terme initial, avant le terme prévu initialement. Donc, contrat nécessairement à durée limitée, de manière à permettre la remise en concurrence à intervalles réguliers des entreprises. Enfin, dernière caractéristique, dans le cas des marchés publics conclus par des collectivités territoriales, des personnes morales de droit public, le contrat est nécessairement un contrat administratif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en cas de litige relatif à la passation du contrat ou relatif à l'exécution du contrat, c'est le juge administratif, le tribunal administratif qui sera compétent pour connaître d'irrégularités commises dans l'exécution du contrat, compétent pour connaître de difficultés liées à l'exécution du contrat, compétent pour connaître d'une mesure de résiliation prise par l'administration et le cas échéant pour décider de l'indemnité à verser au titulaire dans cette hypothèse. Donc, la clarification est ici opportune. Un marché public conclu par une collectivité territoriale est un contrat administratif, c'est le tribunal administratif, les cours administratifs d'appel et in fine le Conseil d'État qui sont compétents pour connaître de ce contrat. Venons-en maintenant à l'analyse des parties au contrat. Qui sont ces parties au contrat? 2 parties, l'acheteur d'un côté et les opérateurs économiques de l'autre. Et cet acheteur, nous allons le voir avec des exemples très concrets, il peut intervenir dans l'opération en une double qualité, en qualité de pouvoir adjudicateur et en qualité d'entité adjudicatrice, et suivant qu'il achète en qualité de pouvoir adjudicateur ou d'entité adjudicatrice, les règles applicables ne sont pas tout à fait les mêmes. D'abord, pouvoir adjudicateur. Les personnes morales de droit public sont incontestablement des pouvoirs adjudicateurs. C'est le cas des communes, des départements, des régions, des établissements publics de coopération intercommunale, de l'État, des établissements publics locaux, toutes les personnes morales de droit public. Cela n'appelle pas d'observation particulière. Plus complexe est l'hypothèse où nous sommes en présence d'une personne morale de droit privé, par exemple une association, et où il apparaît, compte tenu des circonstances de l'achat, compte tenu de la structure de cette personne morale de droit privé, compte tenu de son fonctionnement interne, où il apparaît que cette personne morale de droit privé devra aussi appliquer les règles des marchés publics. Et je vais prendre un exemple très concret et très opérationnel. Prenons l'hypothèse d'un comité des fêtes constitué sous forme associative. L'association loi 1901 est incontestablement une personne morale de droit privé. Ce comité des fêtes, il a été créé à l'initiative de la commune. Il a été créé à l'initiative de l'établissement public de coopération intercommunale sous forme associative. Mais il a été créé pour assurer la vitalité sociale, récréative, pour créer du lien social au sein de la commune afin d'organiser un certain nombre d'événements. Donc, ce comité des fêtes est créé pour satisfaire un besoin d'intérêt général autre qu'industriel et commercial. Le comité des fêtes n'a pas été créé pour faire du profit. Non, il a été créé pour dynamiser le territoire avec un certain nombre d'événements tout au long de l'année. Nous avons donc ici une personne morale de droit privé, créée sous forme associative. Eh bien, cette personne morale de droit privé, pour satisfaire ses besoins, devra appliquer les règles des marchés publics, et notamment si elle tire l'essentiel, si ce comité tire l'essentiel de ses ressources de subventions versées par la commune, si ce comité voit sa gestion
étroitement contrôlé, supervisé par la commune, ou encore si les organes de gouvernance de ce comité des fêtes, le conseil d'administration, l'association correspondante, voit sa composition constituée de plus de 50% des membres désignés par la collectivité. Dans ce cas, on est bien en présence d'une personne morale de droit privé, association loi 1901, mais le droit nous dit que derrière cette association, loi 1901, c'est en réalité la commune qui est agissante. Si bien que tout en étant une personne morale de droit privé, l'association doit appliquer les mêmes règles que celles qui s'appliquent à la commune pour ses achats. Et ce point est tout à fait notable, si bien que les tribunaux administratifs ou les chambres régionales et territoriales des comptes pourront observer si une association loi 1901 créée par une commune dans les conditions que je viens de préciser n'appliquait pas les règles de la commande publique, pourront considérer que le contrat conclu est irrégulier. Les jurisprudences, les décisions des chambres régionales et territoriales des comptes sont assez nombreuses pour observer, pour constater que certains marchés publics passés par des associations de droit privé créées à l'initiative d'une personne publique auraient dû être soumises aux règles de la commande publique. Si elles ne le sont pas, eh bien, le contrat est jugé irrégulier. Donc, hypothèse à bien avoir à l'esprit. Alors, je disais qu'une collectivité peut agir, acheter en qualité de pouvoir adjudicateur ou en qualité d'entité adjudicatrice. Pour bien saisir la différence entre ces deux qualités, partons d'un exemple. Prenons l'exemple d'un établissement public de coopération intercommunale qui exerce une compétence en matière de distribution d'eau potable, en matière de transport interurbain. Cet établissement public de coopération intercommunale, imaginons qu'il achète du matériel informatique pour ses services administratifs. Dans ce cas, il agit en tant que pouvoir adjudicateur. Il agit ici pour la satisfaction des besoins des services administratifs. Il agit, par exemple, en achetant des prestations de formation pour ses agents. Là, l'établissement public de coopération intercommunale achète en qualité de pouvoir adjudicateur. Mais si ce même établissement public de coopération intercommunale achète des véhicules pour sa mission, sa compétence de transport interurbain, ou des compteurs d'eau pour sa mission de distribution d'eau potable. Dans ce cas, cet établissement public de coopération intercommunale achète en qualité d'opérateur de réseau. Et alors, il achète en qualité d'entité adjudicatrice. Nous avons donc là une hypothèse où la même personne publique, l'établissement public de coopération intercommunale, dans un cas ou dans une circonstance particulière, va acheter en qualité de pouvoir adjudicateur, le fonctionnement régulier, le fonctionnement courant de ces services, et dans une autre hypothèse, une autre circonstance d'achat, l'activité d'opérateur de réseau dont il est en charge, il va acheter en qualité d'entité adjudicatrice. Or, la distinction n'est pas neutre. Savoir si l'on achète comme pouvoir adjudicateur ou en qualité d'entité adjudicatrice n'est pas neutre, dans la mesure où les règles ne sont pas tout à fait les mêmes. D'abord, les règles ne sont pas les mêmes en matière de seuil de procédure. Comme nous le verrons dans un instant, les seuils de procédure d'achat des services et des fournitures sont plus élevés lorsque on achète en qualité d'entité adjudicatrice que lorsque l'on achète en qualité de pouvoir adjudicateur. Première différence. Deuxième différence, lorsque l'on achète en qualité d'entité adjudicatrice, on dispose d'une plus grande latitude de négociation qui n'est pas permise en qualité de pouvoir adjudicateur.
Il est donc tout à fait essentiel de déterminer, lorsqu'on a, encore une fois, dans son champ de compétences, une activité d'opérateur de réseau. Les activités d'opérateur de réseau, c'est le transport interurbain, c'est la distribution d'eau potable, c'est les réseaux de chaleur, etc. Il est essentiel de savoir en quelle qualité j'achète. Est-ce que j'achète pour les besoins de mon activité d'opérateur de réseau, auquel cas j'achète en qualité quantité adjudicatrice? Est-ce que j'achète uniquement pour la satisfaction du fonctionnement courant de mes services, auquel cas j'achète en qualité de pouvoir adjudicateur? Précision tout à fait importante et clarification évidemment opportune. Voilà la première partie au contrat, l'acheteur. Deuxième partie au contrat, ce sont les opérateurs économiques. Les opérateurs économiques, ce sont toutes les entités, toutes les personnes qui vont réaliser les prestations, qui vont fournir le bien, qui vont exécuter les travaux. Un opérateur économique, ce n'est pas simplement une entreprise privée. Peut être un opérateur économique et donc peut répondre à une consultation lancée par une commune, toute personne, physique ou morale, publique ou privée, ou tout groupement de personnes, doté ou non de la personnalité morale, qui va offrir sur le marché la réalisation de travaux ou d'ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services. Toute personne, publique ou privée. On pourrait croire que seules les entreprises privées, les sociétés privées, peuvent répondre à une consultation lancée par une commune. En réalité, les personnes publiques elles-mêmes peuvent répondre à des consultations lancées par d'autres personnes publiques. Je prends un exemple concret pour illustrer là encore le propos, tiré de la jurisprudence du Conseil d'État. Un conseil départemental, dans les années 2014, a lancé une consultation pour une prestation de dragage des estuaires, ces estuaires. Donc il lance une consultation, prestation de service, à laquelle répondent des entreprises privées. Il se trouve qu'un autre conseil départemental, voisin, qui avait l'équipement, en l'occurrence une barge, pour procéder à cette prestation de dragage de ses propres cours d'eau, répond à la consultation. Répond à la consultation en disant ben, moi j'ai l'équipement, j'ai l'expertise, j'ai le personnel compétent, et donc je réponds à la consultation de mon voisin conseil départemental. J'y réponds parce que mon équipement n'est pas utilisé de manière optimale sur toute l'année. J'ai un équipement et j'ai un personnel à former qui doit régulièrement intervenir, et donc il est de mon intérêt de proposer cette prestation à un autre conseil départemental. In fine, le marché est attribué au conseil départemental. On a donc un contrat ayant pour objet une prestation de dragage conclu entre le conseil départemental A et le conseil départemental B. Les entreprises du secteur privé contestent le contrat ainsi conclu. L'affaire est portée jusqu'au Conseil d'État. Que dit le Conseil d'État? Le Conseil d'État, dans un arrêt de 2014, Société Armor SNC, dit que ce montage est parfaitement régulier. Il est tout à fait possible à une personne publique de répondre à une procédure de marché lancée par une autre personne publique. Tout au plus, nous dit le Conseil d'État, il ne faut pas que la personne publique contractante qui va répondre à une procédure de marché tire un avantage concurrentiel de sa qualité de personne publique. D'ordre pratique, cela signifie quoi? Cela signifie que la prestation proposée par la personne publique en qualité d'opérateur économique ne doit pas être financée par l'impôt. Le contrat doit en fait avoir sa propre économie. Ce sont les recettes d'exploitation qui doivent financer l'activité et non pas la fiscalité locale. Les exemples sont légion. Il y a par exemple l'hypothèse
de prestations, d'analyse des cours d'eau, des lacs, des rivières sur le territoire d'une commune. Et alors encore, une commune qui souhaiterait avoir une prestation des eaux de baignade ou des rivières ou des lacs ouverts au public sur son territoire peut soit faire appel à des laboratoires privés, et le marché, soit faire appel à des services d'analyse que proposent, là encore, un certain nombre de collectivités, notamment des conseils départementaux. Il peut y avoir au sein de services départementaux des laboratoires d'analyse qui vont proposer ce type de prestations. Bien, là encore, ces laboratoires, ces services pourront répondre. Là encore, l'idée est de ne pas créer de distorsion de concurrence. Donc, ne considérons pas qu'un opérateur économique public qui répondrait à une consultation devrait être écarté. Ce serait tout à fait erroné et cela n'est pas interdit par le droit. Un candidat, ce sont des précisions ici terminologiques, est un opérateur qui va demander à participer à une consultation. Un soumissionnaire est un opérateur qui dépose une offre, qui présente une offre dans le cadre d'une procédure de marché. Nous avons vu donc quels étaient les acteurs acheteurs, pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice, opérateur économique, avec ce cas particulier de l'opérateur économique public. Lorsqu'on se lance dans une procédure de marché, il y a un certain nombre de grands principes à avoir à l'esprit. Ces grands principes, ce sont les principes fondamentaux de la commande publique que tout service achat doit vraiment observer sur tout le processus d'achat et le processus d'exécution, car ces principes, ils sont appliqués, ou en tout cas leur application régulière est placée sous le contrôle du juge. Trois grands principes issus du Code de la commande publique et un dernier principe forgé, dégagé par le juge, administratif en l'occurrence. Le premier principe, c'est l'égalité de traitement des candidats. Toute entreprise, tout opérateur économique qui répond à une consultation doit avoir le même niveau d'information sur la consultation à venir. La commune ne peut pas créer une asymétrie d'information sur une procédure de marché. Par exemple, la commune ne pourrait pas, si elle est dans un projet de réaménagement d'un service de cantine scolaire ou un réaménagement de l'école, ne pourrait pas communiquer les plans de l'existant qu'à certaines entreprises et pas aux autres. Car là, elle romprait l'égalité de traitement des candidats. Deuxième grand principe, la liberté d'accès. Tout opérateur économique doit pouvoir prendre part à une consultation. Et au titre de la liberté d'accès, disons d'emblée qu'il est absolument impossible de d'ériger comme critère de choix d'une offre un critère tiré de l'implantation géographique des entreprises. Vous ne pouvez pas régulièrement, au moment d'une procédure de marché, dire « seules les entreprises du territoire communal pourront répondre ». Seules les entreprises du département pourront répondre. Donc ça, c'est tout à fait irrégulier. La préférence locale n'est pas permise dans le contexte de la commande publique. Nous verrons néanmoins dans quel cas il est possible, au titre non pas de la passation, mais au titre de l'exécution du marché, de s'assurer que seule une entreprise située à proximité géographique du territoire, du lieu d'exécution du marché, peut intervenir. Mais tout cela est très encadré. Au stade de la passation, il est rigoureusement interdit de faire du critère de l'implantation géographique un critère de choix des offres, au nom de la liberté d'accès à la commande publique. Troisième grand principe, la transparence des procédures. Là encore, le gestionnaire local, la commune, doit être parfaitement clair sur les critères qui vont être retenus pour choisir une offre, sur son besoin, sur les conditions d'exécution.
il ne peut pas y avoir d'informations privilégiées, il ne peut pas y avoir de réponse à des questions destinées à certains opérateurs économiques et non à d'autres. Donc, transparence des procédures. Et puis, il y a un quatrième principe, qui est un principe issu de la jurisprudence du Conseil d'État, c'est le principe d'impartialité. Une procédure de marché doit être lancée, menée à son terme, en toute impartialité. Cette exigence est là pour prévenir les situations de conflit d'intérêts, de prise illégale d'intérêts dans les procédures de marché. Nous verrons que parfois, il est souhaitable d'organiser au sein de la collectivité un dispositif de contrôle interne, un dispositif de déport qui prévient les risques de partialité de la procédure ou les risques de conflit d'intérêts. Ces grands principes sont complétés par un certain nombre de règles générales qui s'appliquent aux marchés conclus par une personne publique, au cas d'espèce, une commune, un établissement public de coopération intercommunale, un département, une région. Et ces principes, ils sont fixés dans le code, c'est-à-dire dans la loi. Ils n'ont pas besoin d'être rappelés dans le contrat que vous avez conclu. Premier grand principe, qui n'a pas besoin d'être écrit, parce qu'il figure dans le texte de loi, c'est le principe suivant lequel l'acheteur public dispose d'un pouvoir de contrôle sur l'exécution du contrat. Vous avez la possibilité de demander des comptes à votre titulaire. Et cette possibilité qui est la vôtre de demander des comptes sur l'exécution du contrat à votre titulaire n'a pas besoin d'être inscrite dans le contrat. C'est dans la loi, article L6 du Code de la commande publique. Deuxième grand principe, le contrat qui a pour objet, le marché qui a pour objet l'exécution d'un service public doit respecter le principe de continuité du service public. Lorsque vous avez un marché public de distribution d'eau potable, lorsque vous avez un marché public de transport interurbain, il y a un certain nombre de règles, d'exigences de services qui ont pour vocation d'assurer la continuité du service public. Cela s'impose à votre titulaire. Troisième grand principe, troisième grande règle, dans le contexte d'un marché conclu par une personne publique, l'indemnisation du cocontractant. Lorsque votre titulaire, lorsque votre prestataire poursuit l'exécution du marché, dans des circonstances qui n'étaient pas prévues à l'origine, qui sont imprévisibles et qui créent un bouleversement dans l'économie du contrat, concrètement, la poursuite de l'exécution emporte un renchérissement du coût de la prestation, l'hypothèse de la poursuite de l'exécution du marché dans le contexte de crise sanitaire ou dans le contexte d'une catastrophe naturelle, par exemple, peut avoir pour effet de renchérir le coût de la prestation. Et là, la règle générale qui s'applique et qui est prévue là encore par l'article L6 du Code de la commande publique est un principe d'indemnisation du co-contractant de l'administration. Quatrième grand principe, la modification unilatérale. On pourrait croire, parce qu'on est dans le cadre d'un contrat, que toute modification du contrat, du marché, suppose la conclusion d'un avenant. C'est désormais inexact. La personne publique, la commune, peut toujours modifier unilatéralement un marché en cours d'exécution. Tout au plus, il faut encadrer le régime indemnitaire auquel pourrait prétendre le titulaire. En cas de modification unilatérale du marché par la commune, sauf à ce que le contrat en dispose autrement, le titulaire a droit à une indemnité. Mais comme je viens de le dire, sauf à ce que le contrat en dispose autrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez fermer la voie à toute indemnité du titulaire du marché en cas de modification unilatérale, il faut l'écrire clairement dans le contrat. Si rien n'est écrit,
Si l'encadrement de l'indemnité du titulaire n'est pas prévu, alors, premièrement, le titulaire pourra prétendre à une indemnité, et deuxièmement, si rien n'est prévu quant au périmètre de cette indemnité, c'est in fine le juge qui la fixera. Dernière règle générale, elle concerne l'hypothèse de la résiliation unilatérale du marché. Un marché est conclu pour 4 ans. Nous l'avons vu, c'est le cas général. Mais l'administration peut toujours mettre un terme à un marché public avant le délai ultime des 4 années, pour plusieurs raisons. D'abord, l'hypothèse la moins favorable au titulaire, c'est l'hypothèse de la faute. Lorsque le titulaire est fautif, l'administration peut résilier le marché, et si cette résiliation intervient pour faute, et qu'elle est évidemment suffisamment documentée, le titulaire ne peut prétendre à aucune indemnité. Mais cette résiliation, elle peut aussi intervenir avant la fin du marché pour motif d'intérêt général. Reprenons mon exemple de cette prestation d'édition d'un journal d'information municipale. Au début de la mandature, l'exécutif souhaite, dans une démarche de communication institutionnelle auprès de ses administrés, éditer un journal d'information municipale. Et au début de la mandature, sans doute plus à l'aise, la commune dit « ce journal d'information municipale, il sera sur support papier ». En cours de mandature, pour des raisons opérationnelles, la commune dit « je souhaite communiquer de manière plus fréquente avec mes administrés, et j'abandonne le journal d'information municipale papier et je passe à un format de communication digital ou électronique qui me permet de communiquer plus fréquemment dans le cadre, par exemple, de newsletters. » Nous avons donc ici un besoin qui évolue en cours d'exécution du marché. Journal papier à l'origine, au milieu de l'exécution, au milieu du contrat, on passe à un format électronique. Dans ce cas, il est tout à fait possible de résilier le marché passé avec l'éditeur du journal papier pour contractualiser, dans le cadre d'une procédure de marché, avec des éditeurs de journaux électroniques à des fins institutionnelles. Mais lorsque on résilie pour motif d'intérêt général, et on est bien dans cette hypothèse ici, puisque le besoin a évolué ou le besoin a disparu. Lorsqu'on résilie pour motif d'intérêt général, sauf à ce que le contrat en dispose autrement, c'est ce que la diapo précise ici lorsqu'elle dit sous réserve de stipulation du contrat, sauf lorsque le contrat en dispose autrement, le titulaire a droit à une indemnité. Parce qu'il était parti pour exécuter un marché sur 4 ans et en milieu d'année, en milieu de contrat, au bout de 2 ans, on dit désormais, il n'y a plus de journal d'information municipale papier, je vais faire appel à un éditeur de journaux électroniques dans le cadre d'une communication plus fréquente et plus réactive. Donc là, encore, le principe est celui de l'indemnisation. Si commune, l'établissement public de coopération intercommunale souhaite fermer la voie de l'indemnisation, il faut l'écrire expressément. Il faut le dire expressément dans le contrat, avec une formulation très simple. En cas de résiliation du marché pour motif d'intérêt général, le titulaire ne peut prétendre à aucune indemnité. Il faut l'écrire au nom de l'exigence de transparence, mais aussi pour donner l'information non équivoque au titulaire qu'en cas de résiliation, il ne peut prétendre à rien. Et avec cette information, que va faire le titulaire? Eh bien, il va couvrir son risque. Il va courir le risque financier d'une indemnisation, d'une résiliation qui n'ouvrirait droit à aucune indemnité, en intégrant ce risque dans le prix qu'il vous proposera. Et si vous n'écrivez pas, si vous ne mentionnez pas que la résiliation n'ouvre droit à aucune indemnité, alors le principe est l'indemnisation.
Le principe est l'indemnisation. Alors, au cas général, cette indemnisation sera négociée, convenue entre la personne publique et le prestataire. S'il y a désaccord, le désaccord sera porté devant le juge administratif et la grille d'analyse du juge administratif dans l'hypothèse d'une résiliation et d'une indemnisation pour résiliation, c'est le versement d'une indemnité correspondant à la perte de marge nette non réalisée par le prestataire. Le montant de l'indemnité n'est évidemment pas égal au chiffre d'affaires non réalisé. Le montant de l'indemnité est égal à la perte de marge nette non réalisée par le prestataire, ce qui est évidemment très différent. Et là encore, il faut être très clair, très explicite sur les règles qui encadrent l'indemnisation, soit en cas de modification unilatérale du marché, soit en cas de résiliation pour motif d'intérêt général. Voilà le cadre ainsi tracé de ces grandes règles, de ces grands principes. Mais avant d'acheter, peut-être il est opportun de se poser la question, comment acheter? Toute politique d'achat d'une collectivité doit intégrer le fait qu'il y a différentes modalités d'achat pour satisfaire les besoins de la collectivité. Différentes techniques d'achat. En réalité, il y a 3 techniques. Soit on dit, je vais intégrer dans ma stratégie d'achat le recours à la centrale d'achat. Soit on dit, je vais intégrer dans ma stratégie d'achat la constitution d'un groupement de commandes. Soit l'on dit, je vais avoir une politique d'achat autonome, c'est-à-dire je vais acheter seul. Ces 3 techniques peuvent être combinées. Ça veut dire que dans une politique d'achat d'une collectivité, on peut, en fonction des circonstances, avoir recours à une centrale d'achat, ou constituer un groupement de commandes, ou se lancer seul dans une procédure de marché. Mais il faut avoir ces 3 outils, ces 3 modalités d'achat en tête pour avoir un achat le plus efficient possible, car en fonction des circonstances, de l'achat, le recours à une technique par rapport à une autre présentera une plus grande pertinence, une plus grande efficacité. N'oublions pas que toutes les règles de la commande publique répondent à un objectif que j'ai rappelé en liminaire, c'est le bon emploi des deniers publics. Dans un contexte de contraction des ressources des collectivités territoriales, il ne faut pas s'interdire d'avoir recours à une technique d'achat qui répondra à cet objectif de bon emploi des deniers publics. Premier outil disponible, la centrale d'achat. La centrale d'achat, c'est un acheteur public. Je l'ai dit en présentation de mon propos sur l'UGAP. C'est un acheteur qui va acheter en quantité avec cet effet lié à l'agrégation des besoins d'obtenir des meilleurs prix. Il est très clair que lorsqu'une centrale d'achat comme l'UGAP achète 30 000 véhicules, son pouvoir de négociation vis-à-vis des constructeurs est aisément compréhensible d'observer que son pouvoir de négociation est plus puissant que dans l'hypothèse de l'achat de 2 ou 3 véhicules par une collectivité considérée isolément. C'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est un intérêt de procédure. Lorsqu'une collectivité commune, un établissement public de coopération intercommunale achète auprès d'une centrale d'achat, elle bénéficie de ce que l'on appelle la dispense de procédure. Elle n'est plus obligée de mettre en œuvre les règles de publicité et de mise en concurrence, elle est réputée s'être conformée au droit de la commande publique. Et puis il y a un troisième intérêt, c'est un intérêt dans l'exécution du contrat. Lorsque vous avez recours à une centrale d'achat fonctionnement en achat pour vente, l'interlocuteur du titulaire, ce sont les services de la centrale d'achat, avec, là encore, une puissance de persuasion sans doute plus forte compte tenu des volumes d'achat considérés. Premier outil, donc, la centrale d'achat. Deuxième outil, le groupement de commandes.
Ce groupement de commandes, en quoi consiste-t-il? Le groupement de commandes n'est pas une personne morale, ce n'est pas une entité juridique. Le groupement de commandes est un contrat. C'est un contrat qui va être conclu entre plusieurs collectivités afin d'acheter ensemble. Prenons l'hypothèse où plusieurs communes souhaitent faire l'acquisition de prestations de formation pour son personnel communal ou ses différents agents. Bien, si il apparaît que le même besoin en formation se présente dans plusieurs communes d'un même territoire, pourquoi ne pas acheter ensemble ce besoin de formation? Ça présente un intérêt évident, c'est que l'on va lancer qu'une seule procédure pour toutes les communes concernées. Les communes ne vont pas lancer leur marché de formation chacune dans son coin. Elles vont lancer une seule procédure. Elles ont identifié un besoin qui était partagé par plusieurs collectivités, donc elles vont lancer qu'une seule procédure, au bénéfice de toutes. Premier intérêt. Deuxième intérêt, sans doute un intérêt de prix, car le prestataire de formation, s'il constate que le besoin à satisfaire est très large, il va vraisemblablement consentir des prix plus intéressants pour l'ensemble des communes considérées. L'hypothèse ici est celle où on se groupe pour acheter pour satisfaire un même besoin auprès d'un même titulaire. Alors, d'ordre pratique, comment ça marche? C'est très simple. Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, dans mon exemple, marché de formation, vont identifier un besoin partagé, vont constituer un groupement de commandes, c'est-à-dire elles vont conclure un contrat, très simplement, où elles vont dire, dans ce contrat, les communes A, B, C, D s'engagent à lancer une procédure de marché ayant pour objet une prestation de formation des agents des communes concernées par le contrat. Tout au plus, dans ce contrat, l'une des communes va être désignée pouvoir adjudicateur. Puisque, encore une fois, l'idée n'est pas de lancer plusieurs procédures, c'est de lancer une seule procédure. Mais pour lancer une seule procédure, il faut bien qu'il y ait une commune qui prenne la main sur la procédure de marché considérée. Donc, dans le groupement de commandes, on va dire les communes A, B, C, D se regroupent pour lancer une procédure de marché de formation des agents municipaux. La commune A est désignée pouvoir adjudicateur. C'est la commune A, mais ça peut être B ou C, peu importe. D'ordre pratique, on désignera la commune pouvoir adjudicateur dès l'instant qu'elle a le service marché le plus structuré ou qu'elle a la compétence en interne pour lancer cette procédure de marché. La commune A fait toute la procédure. Elle fait toute la procédure pour l'ensemble des membres du groupement. Le marché est notifié. Qu'advient-il une fois que le marché est notifié? C'est très simple. Une fois que le marché est notifié, chacune des communes retrouve sa liberté totale dans l'exécution du marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la commune A est responsable de la procédure de marché. Elle se traduit par la sélection d'un organisme de formation, mais ensuite, au stade de l'exécution, chaque commune fait appel aux prestataires sélectionnés. Chaque commune va déterminer les jours de formation, le personnel concerné, la fréquence de formation, etc. Donc on a un dispositif ici qui rationalise la procédure de passation, mais garantit l'autonomie de gestion des communes au stade de l'exécution. Donc c'est la technique du groupement de commandes qui permet d'acheter à plusieurs avec un gain en termes de procédure, un gain en termes de prix, selon toute vraisemblance, et une efficacité opérationnelle au stade de l'exécution. Alors, si l'on considère que, malgré ces techniques d'achat mutualisées, centralisées ou groupées, on a un besoin très spécifique qui nous conduit à nous lancer seuls, un certain nombre de questions se posent alors.
D'abord, définir son besoin. Lorsqu'on lance une procédure de marché, il faut être très clair sur le besoin à satisfaire. C'est évidemment une obligation juridique, mais ce n'est pas que cela. C'est aussi une obligation de performance achat. Bien définir son besoin, prestations attendues, la fréquence d'intervention, la qualité exigée du prestataire, bien définir son besoin en amont du lancement de la procédure, c'est créer les conditions d'un achat public efficace. C'est s'assurer que l'exécution du marché sera la plus optimale possible. Si l'on a sous-estimé son besoin, qu'est-ce qui se passe? En cours d'exécution, on va devoir demander davantage à notre prestataire. Et vraisemblablement, si on demande davantage à notre prestataire alors que celui-ci ne l'avait pas prévu, par exemple, il n'avait pas les effectifs, il doit redéployer ses effectifs sur votre projet, sur un chantier, il doit décaler d'autres chantiers. Qu'est-ce qui se passe? Il y aura un renchérissement inévitable de la prestation. Il faudra conclure un avenant avec le prestataire. Cet avenant, sans doute, ne sera-t-il pas conclu dans les termes initiaux convenus au stade de la consultation. Donc, bien définir son besoin, c'est anticiper les difficultés au stade de l'exécution afin de ne pas renchérir le coût du marché. Le besoin fait l'objet d'une estimation. Cette estimation est une estimation hors taxe et elle doit être menée, doit être établie en considération de l'hypothèse d'une exécution maximale des stipulations contractuelles et en considération de toutes les périodes d'exécution possibles. Je reprends mon exemple de l'édition d'un journal d'information municipal sur support papier. Au moment où vous lancez votre procédure, vous dites « je lance une procédure de marché aux fins d'édition, afin de sélectionner un prestataire chargé de l'édition du journal d'information municipale papier. J'ai un besoin potentiel du durée de la mandature. Mais je ne sais pas si en cours d'exécution du marché, je ne vais pas passer d'un support papier à un support électronique. Et donc, dans mon marché, je dis, il y aura une période d'exécution de 2 ans avec des périodes de reconduction d'une année et je verrai au terme des 2 ans si je poursuis l'exécution ou si j'y mets un terme. Nous avons donc une tranche ferme, une tranche certaine de 2 années. Et puis, des années possibles de reconduction. L'estimation du besoin doit couvrir l'ensemble des années d'exécution possible du marché. Vous n'estimerez pas votre besoin sur les seules 2 premières années. Donc, vous devrez estimer votre besoin sur les 2 premières années et sur les deux ou 3 années possibles de période de reconduction. Donc, c'est l'ensemble du marché théorique qui doit faire l'objet d'une estimation. Dans la commune, le maire peut-il procéder seul à la définition du besoin? La réponse est oui. Cela ressort du Code général des collectivités territoriales et une réponse ministérielle est venue le préciser. Le maire peut agir seul dès l'instant qu'il a reçu régulièrement habilitation à agir, en ce sens par le conseil municipal, par l'organe délibérant. La préparation du marché, la définition du besoin étant rattachée à l'opération de préparation du marché. Là encore, l'exécutif peut agir seul. Pour bien définir son besoin, il faut aussi connaître les offres disponibles. Et en cela, il y a une pratique qui tend à se généraliser. Alors, elle existait avant qu'elle ne soit consacrée par l'ordonnance marché de 2015 et désormais reprise dans le Code de la commande publique, c'est la pratique du sourcing. De quoi s'agit-il? Le sourcing, c'est l'activité qui consiste pour l'acheteur public, la commune,
l'établissement public de coopération intercommunale, à aller à la rencontre des entreprises, à connaître le marché l'amont industriel pour savoir quelles sont les offres disponibles, pour identifier par exemple des solutions innovantes. Je prends par exemple un marché d'éclairage urbain, eh bien, il y a désormais des solutions très innovantes en matière d'éclairage urbain. Eh bien, connaître ces solutions sera moyen d'affiner sa procédure de consultation, d'affiner la définition de son besoin. Le gestionnaire local pourrait redouter cette pratique du sourcing. Pourrait redouter cette pratique du sourcing en considérant que rencontrer de manière trop fréquente les entreprises et surtout à proximité du lancement de la consultation l'expose à un délit de favoritisme, à avoir des informations privilégiées, à communiquer des informations privilégiées. Mais il ne faut pas le redouter, cette pratique du sourcing. Elle est souhaitable, tout au plus, elle doit être encadrée de manière à ne pas porter atteinte aux règles fondamentales, aux principes fondamentaux du droit de la commande publique, notamment la transparence, l'égalité de traitement et la liberté d'accès. La pratique du sourcing ne doit pas se traduire par une asymétrie d'information entre les entreprises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en phase de sourcing, si vous rencontrez des entreprises, vous devez donner les mêmes informations à toutes les entreprises sur votre besoin, sur les grandes lignes du marché que vous avez l'intention de conclure, objet du marché, durée d'exécution, prestations attendues, historique du marché précédent. Je prenais l'exemple du marché de rénovation ou de réaménagement d'un service de cantine scolaire ou de réhabilitation de l'école municipale. Si vous rencontrez les entreprises, eh bien, vous ne pouvez pas communiquer les plans du site qu'à certaines entreprises et pas à d'autres. Dans l'expression de votre besoin, il faut être tout à fait transparent et observer la stricte égalité. Donc, vous rencontrez les entreprises et oui, voilà, je souhaite procéder à une réhabilitation du service de la cantine scolaire, je souhaite procéder à une rénovation de mon école, voici les plans. Si vous rencontrez l'entreprise A et que vous communiquez les plans, et que vous allez ensuite rencontrer l'entreprise B, vous devrez également communiquer les plans. Il ne peut pas y avoir d'asymétrie d'information. Mais, encore une fois, il ne faut pas redouter ce contact avec les entreprises, il faut même le privilégier, car cela permet d'identifier les solutions techniques, les offres nouvelles, les offres innovantes, les solutions alternatives auxquelles vous n'auriez pas pensé pour répondre à votre besoin. Par exemple, si vous souhaitez, pour satisfaire votre besoin, disposer d'engins de fiabilité hivernale ou d'engins d'entretien des espaces verts, bien, peut-être qu'en allant consulter les entreprises, vous verrez que certaines entreprises proposent une solution de location et non pas d'acquisition stricte. C'est en consultant le marché que vous pourrez avoir cette information. Voilà, il y a deux solutions. Soit je procède je satisfais mon besoin par la location maintenance d'équipements, soit je fais l'acquisition pure et simple de l'engin considéré. Mais là encore, c'est en allant auprès des entreprises que vous serez en mesure de connaître cette alternative. Donc là, c'est un moyen de bien connaître le besoin, de bien connaître les offres, de manière à identifier l'objet du marché à conclure. L'allotissement, c'est une étape importante de la construction d'un marché. L'allotissement est la règle, le marché alloti est l'exception. Et il faudra justifier de la passation d'un marché non alloti.
Lorsque vous avez un marché à lotis, vous avez la possibilité de limiter le nombre de lots susceptibles d'être attribués à un opérateur économique et vous avez la possibilité de limiter le nombre de lots auxquels un soumissionnaire peut répondre. Là encore, quel est l'intérêt? L'intérêt est de permettre à plusieurs entreprises d'avoir un contrat avec la commune. Là encore, l'intérêt peut être de pallier une défaillance d'un fournisseur. Si vous attribuez tout le lot à une même entreprise et que cette entreprise connaissait un revers de fortune la conduisant à une cessation d'activité, vous seriez placé devant une difficulté liée à la défaillance. Limiter le nombre de lots susceptibles d'être attribués à un même opérateur économique, c'est diviser le risque de défaillance et s'assurer d'une meilleure continuité, par exemple. Le principe de l'allotissement est la règle, le marché non alloti est l'exception. Et comme toute exception, elle s'interprète strictement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra justifier au moment de la procédure pourquoi vous n'avez pas lancé un marché alloti. Alors, plusieurs motifs de non-allotissement sont prévus par le Code de la commande publique, l'article L 2113-11, et vous pouvez vous appuyer sur ces motifs pour lancer une procédure de marché non-alloti. D'abord, le premier motif, c'est la concurrence. La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence. On le conçoit aisément. Trop allotir aurait pour effet que seule une entreprise, à l'exclusion de toutes les autres, pourrait répondre aux micro-besoins identifiés. Et donc, on voit bien ici qu'il n'y aurait pas de concurrence, il n'y aurait pas de gain à une mise en concurrence. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, vous considérez que attribuer un marché avec des lots séparés risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l'exécution des prestations. Et cela, vous pouvez le documenter en tirant expérience du marché précédent. Vous pouvez dire, écoutez, lors de la procédure de marché, lors du marché 2016-2020, j'avais un marché à loti, l'exécution a été extrêmement problématique, erratique, la coordination entre les prestataires n'a pas été efficiente, il en est résulté un renchérissement du coût des prestations. Nanti de cette expérience sur le marché 2016-2020, le marché 2020-2024 ne sera pas un marché à loti. Mais là encore, il faut pouvoir documenter, parce que le juge, le cas échéant, pourra vous demander quelles ont été les raisons de ce non-allotissement. Troisième motif, vous considérez que vous n'avez pas l'expertise, vous n'avez pas les services techniques internes qui permettent d'assurer des missions d'organisation, de pilotage, de coordination du projet. C'est notamment pertinent dans le cadre de marchés de services et plus encore dans le cadre de marchés de travaux. Vous dites, j'ai besoin d'un seul titulaire qui assurera la coordination de l'ensemble des prestataires pour mon projet, pour mon opération. Les seuils de procédure. Les seuils de procédure vont déterminer quelle procédure appliquer. Les seuils de procédure, dans le contexte des marchés des collectivités territoriales, ils sont distincts suivant que l'on considère la qualité de pouvoir adjudicateur, suivant que l'on considère la qualité d'entité adjudicatrice. Nous retrouvons ici la distinction évoquée en début d'entretien et l'intérêt de savoir si j'achète en qualité de pouvoir adjudicateur ou en qualité d'entité adjudicatrice. Et vous voyez que le seuil de procédure formalisé
des entités adjudicatrices est plus élevé en matière de fourniture ou de service que le seuil des procédures formalisées applicables au pouvoir adjudicateur. D'où l'intérêt de savoir exactement en quelle qualité j'achète. Lorsqu'on est en deçà de ces seuils européens, alors procédure formalisée pour faire simple, c'est classiquement la procédure d'appel d'offres. Lorsqu'on est en deçà de ces seuils, 214 000 euros hors taxes pour les fournitures et services des pouvoirs adjudicateurs, 5 350 000 euros hors taxes pour les marchés de travaux des pouvoirs adjudicateurs, lorsqu'on est en deçà, nous sommes dans les procédures dites adaptées. Vraisemblablement, ce sont ces marchés que la plupart des collectivités aujourd'hui participantes passent. Il y a de surcroît un autre seuil qui est le seuil des 40 000 euros. Ce seuil des 40 000 euros, c'est le seuil dit des marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable. On l'appelait avant le seuil de dispense de procédure. Il a été extrêmement fluctuant puisqu'il a été de 15 000, 25 000 et il a été remonté par le décret du 12 décembre 2019 à 40 000 euros hors taxe. Pour ces marchés dont le besoin est inférieur à 40 000 euros hors taxe. J'insiste là-dessus. Le seuil des 40 000 euros, d'ailleurs comme tout seuil, ne s'apprécie pas au regard du contrat conclu. Le seuil s'apprécie en considération du besoin à satisfaire. C'est le besoin que l'on évalue et non pas le montant du marché lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est tout à fait irrégulier de conclure plusieurs marchés, certes d'un montant unitaire inférieur à 40 000 euros hors taxe, sans publicité ni mise en concurrence préalable, si, in fine, on constate que c'est le même besoin à satisfaire. Car que ferait le juge administratif ou le juge pénal ou les chambres régionales et territoriales des comptes? Elle dirait la chose suivante. Quand je regarde les marchés que vous avez conclus, certes, ils sont facialement et pris isolément d'un montant inférieur à 40 000 euros, de sorte qu'il était possible de les conclure sans publicité ni mise en concurrence préalable. Mais si je considère tous les marchés qui avaient pour objet de satisfaire le même besoin, je fais agrégation de l'ensemble de ces montants et je constate que je suis au-delà de 40 000 euros hors taxe, de sorte que vous ne pouviez pas vous prévaloir de la procédure dite des marchés négociés sans mise en concurrence préalable. À tout le moins, vous auriez dû lancer une procédure dite adaptée, voire, si l'on est au-delà des 214 000 euros, un appel. Donc, première recommandation, premier point d'attention, point de vigilance, les 40 000 euros s'apprécient au regard du besoin sur la durée du marché et non pas au regard du contrat lui-même. Deuxième point de vigilance, quand bien même nous serions dans le contexte d'un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable, cela n'ouvre pas le droit à conclure systématiquement avec le même prestataire. Vous ne pouvez pas systématiquement vous prévaloir de ce seuil de dispense de procédure pour dire je vais toujours faire appel au même titulaire. Non, surtout si pour la satisfaction du besoin, d'autres prestataires peuvent répondre favorablement au marché que vous lancez. Ça veut dire quoi d'ordre pratique? Ça veut dire concrètement que pour ces marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable, vous devez pouvoir prouver, notamment devant le juge administratif, qu'un minimum de mise en concurrence a été réalisé. Concrètement, il est souhaitable de solliciter 3 ou 4 devis auprès d'entreprises, auprès d'opérateurs économiques susceptibles de répondre à la consultation. De manière à pouvoir dire
si on vous demandait de vous justifier sur la contractualisation intervenue, de manière à pouvoir dire, certes, je suis en deçà des 40 000 euros, mais pour autant, j'ai quand même sollicité plusieurs entreprises dans le cadre de devis pour connaître leur offre et pour me déterminer en connaissance de cause. Règle importante, désormais bien établie en matière de marché public, la dématérialisation. Désormais, toute procédure de marché est dématérialisée. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire premièrement que les documents de la consultation doivent être mis à disposition des opérateurs économiques sur un profil acheteur, et cela est obligatoire pour toutes les procédures de marché afférentes à un besoin dès 40 000 euros hors taxe. Alors un profil d'acheteur, c'est une plateforme éditée par des prestataires, des prestataires de profil acheteur, mais que l'on trouve aussi sur les sites internet de la presse quotidienne régionale. Sur les sites internet de la presse quotidienne régionale, il y a un certain nombre de prestations de journaux d'annonces légales dans lesquels vous pouvez publier vos procédures de marché. C'est autre chose. La dématérialisation, c'est la mise à disposition des documents de la consultation, mais c'est aussi le vecteur de communication, d'échange d'informations avec les entreprises, candidates ou soumissionnaires. Concrètement, par cette plateforme, par cette dématérialisation des procédures, l'acheteur public pourra entrer en relation avec toutes les entreprises. Exemple concret, vous lancez une procédure de marché sur une plateforme, un profil acheteur, donc vous mettez en ligne vos documents de consultation et des entreprises retirent le dossier de consultation. L'une de ces entreprises a un point d'interrogation, un questionnement sur le cahier des charges. Ne comprend pas précisément votre besoin, l'entreprise a besoin d'explications sur les critères de choix que vous allez retenir, sur les ratios de capacité, par exemple, que vous attendez. Et donc, elle pose une question sur ce profil acheteur. Au nom de l'exigence de transparence, au nom de l'égalité de traitement, la plateforme vous permettra de répondre à cette entreprise, bien entendu, mais cette réponse, elle bénéficiera à l'ensemble des entreprises ayant retiré le dossier de consultation en vue de soumettre une offre. La dématérialisation répond ici à l'exigence de transparence et de liberté d'accès et d'égalité de traitement à travers la communication des éléments de la consultation au bénéfice de tous. Vous ne pouvez pas, et en tout cas la plateforme est paramétrée de telle sorte à ce que tout le monde puisse avoir la réponse, vous ne pouvez pas, parce que vous êtes saisi d'une question formulée par l'entreprise A, répondre qu'à l'entreprise A. Non, vous devez répondre à l'ensemble des entreprises ayant manifesté un intérêt pour la consultation que vous avez lancée, manifester cet intérêt en retirant le dossier de consultation. Cette règle de dématérialisation des procédures, elle ne s'applique pas dans certaines circonstances, elle ne s'applique pas pour les procédures de marché afférentes à un besoin inférieur à 40 000 euros hors taxe, elle ne s'applique pas en droit, mais rien ne vous interdit, bien sûr, dans une procédure de marché afférente à un besoin inférieur à 40 000 euros, d'utiliser la plateforme. Ce n'est pas parce que ce n'est pas obligatoire que ça devient interdit. Elle ne s'applique pas aux procédures
de marché public de services sociaux et autres services spécifiques, les services par exemple de cantine scolaire, les services de formation, les services récréatifs, et elle ne s'applique pas évidemment lorsque l'objet du marché ne se prête pas à une dématérialisation. Cela va de soi. Lorsqu'il s'agit de présenter des maquettes, des modèles réduits, des prototypes ou des échantillons, là, la réponse matérialisée s'impose. Alors, compte tenu des seuils que nous avons rappelés, les seuils de procédure formalisée, il m'apparaît que l'essentiel des marchés lancés par les collectivités représentées ici seront pour l'essentiel, mais évidemment, il n'y a pas de cas général, seront pour l'essentiel des marchés dits à procédure adaptée. Alors, ces marchés à procédure adaptée, ce sont tous les marchés à partir de 40 000 euros, dont l'estimation du besoin est supérieure à 40 000 euros, jusqu'au seuil de l'appel d'offres, c'est-à-dire jusqu'aux 214 000 euros, j'y reviens, pour les marchés de fourniture ou de services, et de 40 000 euros jusqu'à 5 350 000 euros pour les marchés de travaux. Dans ce cadre, 40 000, 214 000, 40 000, 5 350 000, nous sommes en procédure dite adaptée. Au-delà, nous sommes en procédure formalisée, c'est-à-dire que nous sommes dans le contexte de l'appel d'offres. Alors la procédure adaptée, ce qui la caractérise précisément, c'est que l'acheteur dispose d'une grande latitude dans la procédure de passation. Il n'est pas aussi corseté qu'il peut l'être dans le cadre d'une procédure dite d'appel d'offres, qui est extrêmement encadrée dans les règles, dans les délais, dans les conditions de réception des offres. Non, la procédure adaptée, c'est une plus grande latitude. L'acheteur va déterminer lui-même les modalités de la consultation en fonction d'un certain nombre d'événements ou de situations, en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, en fonction des circonstances de l'achat. Il est clair que si un besoin était imminent, bien, il pourrait prévoir des délais de réponse beaucoup plus brefs que ne sont ceux de l'appel d'offres. Et enfin, il se déterminera en fonction du nombre et de la localisation des opérateurs économiques susceptibles de répondre. Au-delà, il y a un certain nombre de règles souples qui s'appliquent s'agissant d'un marché à procédure adaptée. Règles souples au niveau de la sélection des candidatures, règles souples au niveau des critères de choix des offres, règles souples au niveau de la négociation avec les soumissions. D'abord, au niveau de la sélection des candidatures. En marché à procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur se borne à assurer une information appropriée sur les critères de sélection des candidatures. Cette information, elle intervient dans le DCE, le dossier de consultation des entreprises. Et en quoi consiste-t-elle? Elle va consister à indiquer sur quelle base, sur quel document, sur quel élément les candidats vont être sélectionnés. Elle va consister dans l'indication de niveau de capacité attendu. En revanche, cette information, et c'est là une singularité pour le marché à procédure adaptée, elle n'emporte pas obligation pour le pouvoir adjudicateur, l'acheteur public concrètement, d'indiquer les critères, les conditions de mise en œuvre des critères de sélection des candidatures. Même l'attitude ou l'attitude semblable au niveau des critères de choix des offres.
Le pouvoir adjudicateur, en marché à procédure adaptée, doit indiquer dans le DCE, le dossier de consultation des entreprises, dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le cahier des charges, les critères d'attribution du marché. Alors, ces critères d'attribution du marché, ils sont très divers et la liste qui figure dans le Code de la commande publique n'est pas exhaustive. On retrouvera assez classiquement le critère du prix, le critère de la qualité de service, le critère de la valeur technique, le critère de la performance en matière environnementale, le critère de l'insertion sociale, le critère de l'innovation, toute une série de critères qui sont prévus dans le Code de la commande publique. En marché à procédure adaptée, vous devez indiquer quels sont les critères qui seront retenus pour choisir l'offre. En revanche, il n'y a aucune obligation d'indiquer la méthode de notation de ces critères pour apprécier les offres proposées. Et puis, se pose la question de savoir si vous êtes contraint, obligé de pondérer les critères. En marché à procédure adaptée, il n'y a aucune obligation de pondération des critères de choix des offres. Vous pouvez très bien retenir la hiérarchisation. La hiérarchisation, c'est-à-dire indiquer que sur les 3 critères, le prix, la valeur technique et la performance environnementale, vous dites le critère 1, c'est le prix, le critère 2, c'est la valeur technique, le critère 3, c'est la performance en matière environnementale. La pondération, c'est plus précis. La pondération, c'est dire le critère prix sera jugé à hauteur de 40%, la valeur technique à hauteur de 35% et la performance en matière environnementale à hauteur de 25%. Alors, il n'y a pas d'obligation de pondérer en marché à procédure adaptée. Il n'y a pas d'obligation, mais c'est néanmoins recommandé. Pourquoi? Tout simplement parce que ça donne une information plus fine aux entreprises, aux opérateurs économiques sur le poids respectif de ces critères dans la consultation et donc sur les attendus de la personne publique. Dire que le critère prix est le premier critère, ce n'est pas très éclairant pour une entreprise. En revanche, si vous dites le critère prix sera pondéré à hauteur de 40%, cela veut dire que 60% s'appliqueront à d'autres critères. Et donc, ça renvoie à l'information que ce qu'attend la personne publique, ce n'est pas que du prix. Si vous, en revanche, vous dites que le critère prix sera pondéré à 70%, ça dit aux entreprises que ce que vous attendez, c'est une offre extrêmement performante en termes de prix, en termes de prix in fine. Ça veut dire concrètement que vous souhaitez une prestation, je ne dirais pas low cost, mais presque. Donc, la pondération, c'est-à-dire l'information sur le poids précis respectif de chacun de ces critères, apparaît recommandée en procédure adaptée, quand bien même il n'y aurait pas d'obligation de le faire, car ça met vos entreprises, ça met les opérateurs économiques en situation de comprendre plus précisément le besoin et donc en mesure de faire une réponse plus pertinente. Il ne peut y avoir un critère tiré de l'implantation géographique des candidats. Vous ne pouvez pas intégrer dans une procédure de marché un critère de choix de l'offre tiré de l'implantation géographique. Le critère de la préférence locale est en effet discriminatoire. En revanche, vous pouvez agir sur les conditions d'exécution du marché pour, in fine, sélectionner un prestataire du territoire. Mais c'est au stade des conditions de l'exécution du marché et il faut que cette implantation géographique que vous érigez comme critère
comme condition d'exécution du marché soit liée à l'objet du marché. Prenons un exemple concret. Vous avez sur le territoire communal un bâtiment public recevant du public avec des ascenseurs. Et vous avez donc un besoin de maintenance des ascenseurs ou de dépannage des ascenseurs. Donc vous lancez un marché de maintenance et d'entretien des ascenseurs. Bien. L'on comprend aisément que l'objet du marché pourrait exiger un délai d'intervention, de maintenance et de dépannage des ascenseurs qui soit le plus court possible, le plus bref possible. On pourrait dire dans le cahier des charges que en cas de besoin matérialisé de dépannage des ascenseurs, le titulaire s'engage à intervenir dans la demi-heure. Concrètement, en écrivant ça dans votre marché, et c'est bien lié à l'objet du marché, maintenance, dépannage des ascenseurs, des bâtiments municipaux. La condition relative à un délai d'intervention brève emporte ipso facto que seules des entreprises situées au plus à 30 minutes du lieu d'intervention du marché pourront répondre. Ça veut dire concrètement que seules les entreprises locales pourront répondre. Mais vous voyez ici que cela doit être justifié par l'objet du marché. Il faut que ce soit les conditions d'exécution du marché qui emportent une implantation géographique à proximité. Si vous avez, par exemple, un autre marché qui est un marché de conseil juridique, concrètement, ça va être très difficile de justifier qu'une prestation d'assistance de la commune et de conseil juridique de la commune ne peut être satisfaite que par l'avocat situé à 10 km du territoire de la commune. Car là, rien dans l'objet du marché ne permettra de justifier que ce soit l'avocat qui est implanté à 10 km ou 15 km de la commune qui peut répondre. Surtout à l'heure de la dématérialisation des échanges. Un cabinet d'avocats situé à 50 km ou à 100 km pourrait parfaitement répondre à votre besoin. Et donc là, le critère de l'implantation géographique ne serait pas considéré comme valide et pertinent par le juge. Donc il faut vraiment se poser la question avant d'introduire un critère d'implantation géographique au regard des conditions d'exécution du marché, de se poser la question, est-ce que réellement l'objet du marché que je passe exige une intervention, une prestation assurée par un prestataire implanté localement? Si la réponse est oui, dans ce cas, c'est valide. Et si vous avez un doute, il faut évidemment se dispenser de le faire. En matière de marché à procédure adaptée, une caractéristique majeure, c'est la possibilité de négocier. La négociation est une caractéristique du marché à procédure adaptée. C'est une faculté et non une obligation. Vous n'avez jamais l'obligation de négocier en marché à procédure adaptée. Mais, là encore, au nom de l'exigence de transparence, vous devez être très clair vis-à-vis des entreprises sur ce que vous allez faire dans le cadre d'un marché à procédure adaptée en matière de négociation. Vous ne pouvez pas être équivoque, ambigu. Vous ne pouvez pas laisser dans l'incertitude les entreprises sur la possibilité que vous vous réservez de négocier ou de ne pas négocier. Et en ce sens, la recommandation que je me permets de faire ici, c'est d'avoir une formulation qui évite tout équivoque. Et cette formulation, elle invitera à être mentionnée dans les documents de la consultation, suivant laquelle vous vous réservez la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales.
Il est très différent de dire l'acheteur se réserve la possibilité de négocier que de dire l'acheteur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales. Car dans la deuxième phrase, vous dites clairement que les entreprises doivent faire leur meilleure offre dès le dépôt de leurs offres initiales, parce que vous avez la possibilité d'attribuer le marché sans négociation. Dans la première phrase, c'est flou, c'est incertain. L'entreprise ne sait pas si elle doit faire ses meilleurs efforts dès l'offre initiale. Et donc, le juge invaliderait une procédure qui serait ambiguë quant à la négociation in fine de l'acheteur. La négociation peut être menée avec certaines entreprises, c'est la technique de la shortlist. Là encore, l'exigence de transparence commande d'indiquer quels vont être les critères permettant d'arrêter cette shortlist. Il faut être très clair dans les documents de la consultation. Ça peut être très simple de dire le pouvoir adjudicateur négociera ou se réserve la possibilité d'attribuer l'offre initiale, le marché à l'offre initiale, sur la base des 3 offres arrivées en tête. Là, il faut être très clair. La négociation n'est certainement pas un marchandage, elle ne concerne pas que le prix, elle peut concerner tous les éléments de l'offre, la qualité, le délai d'exécution, l'accompagnement et le pilotage du projet, le staffing de l'équipe projet pour accompagner l'exécution du marché. Ce n'est certainement pas simplement sur le critère prix que l'offre peut être négociée, sauf à ce que le critère prix soit pondéré à 90%. Là, il est clair que si le critère prix est pondéré à 90%, l'essentiel de la négociation portera sur ce critère. En revanche, la négociation ne saurait se traduire par une remise en cause des critères de choix de l'offre. Très clairement, vous ne pouvez pas, dans le cas de la négociation, dire au moment de la consultation initiale, j'avais 4 critères ou 3 critères, le prix, la qualité de service, la performance en matière environnementale, j'ai eu des offres initiales, je mène une négociation et dans le cadre de cette négociation, je neutralise un de ces critères. De sorte que je ne me prononce désormais uniquement que sur le critère prix et le critère qualité de service et je mets de côté la performance en matière environnementale. Ça, c'est évidemment impossible. Neutraliser un critère de choix au stade de la négociation, c'est finalement modifier les règles du jeu de la mise en concurrence et cela vous obligerait à relancer une procédure de marché. Voilà pour l'essentiel. Alors, quelques remarques conclusives sur les mesures d'urgence qui ont été prises par le gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire. Je les mentionne pour mémoire, puisque ces mesures d'assouplissement du droit de la commande publique ont vocation à perdurer au-delà des 2 mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire, entériné au 10 juillet prochain. Ça veut dire que jusqu'en début septembre, vous pouvez toujours vous prévaloir de ces mesures d'assouplissement prévues par l'ordonnance du 25 mars 2020. Vous aurez le support, je me permets ici de synthétiser le propos, des mesures d'assouplissement concernant la procédure de passation, prolonge le délai de réception des candidatures, on aménage les modalités de mise en concurrence. En revanche, on ne peut certainement pas modifier substantiellement les termes de l'objet du marché. Des mesures assouplies relativement à l'exécution du marché, qu'il s'agisse de mesures en termes de financement du marché, en termes de paiement des prestataires, et puis 4 cas très concrètement visés par l'ordonnance du 25 mars 2020, 4 cas très opérationnels de différentes situations un peu problématiques qui ont donné lieu à des règles assouplies. Le premier cas touche l'exécution des prestations par le titulaire, mais au-delà des délais contractuels.
l'ordonnance est venue assouplir le régime. Deuxième cas, le titulaire qui était sélectionné est dans l'impossibilité d'exécution des prestations contractuelles. Il a pu être confronté à des difficultés opérationnelles, des difficultés lourdes pendant cette période de crise. Quid du contrat conclu? Est-ce que la personne publique doit appliquer des pénalités? Est-ce que la personne publique peut faire appel à un autre titulaire du fait de l'impossibilité de son co-contractant initial d'exécuter la prestation? La réponse est ici apportée. Le troisième cas, eh bien, l'acheteur n'a plus de besoin, donc il est contraint d'annuler le bon de commande ou de résilier un marché en cours d'exécution. Que se passe-t-il ici en termes d'indemnisation du titulaire? Par exemple, vous aviez lancé un marché avec un prestataire d'événementiel pour la fête annuelle de la commune, et puis les circonstances sanitaires font que l'événement est annulé, vous devez résilier le marché. Que se passe-t-il en termes d'indemnisation? Enfin, dernier cas, l'acheteur est contraint de suspendre un marché forfaitaire. Qu'en est-il du paiement du prestataire? L'ordonnance dit que la collectivité doit payer ce marché à forfait, et ensuite on régularise sur la base des paravenants entre les parties, sur la base du réalisé effectif. Voilà, ces 4 situations prévues par l'ordonnance qui permettent de résoudre des difficultés très opérationnelles afférentes à l'exécution du marché dans cette période de crise sanitaire qui, encore une fois, s'agissant du régime de la commande publique, perdure jusqu'au début du mois de septembre. J'en ai terminé avec les fondamentaux. J'espère avoir répondu aux principales. Il n'y a pas eu de questions dans le chat, mais avoir donné les principales clés de compréhension du droit de la commande publique. Je vous remercie de votre attention, et s'il n'y a pas de questions, eh bien je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. On va peut-être demander s'il y a des questions après ce long exposé. Peut-être que personne n'osait interrompre. Alors, avez-vous des questions sur toutes ces dispositions? Oui, Jean Proriol. Ah, président, bonjour. Bonjour, voilà, j'ai suivi toute cette présentation qui permet, je crois, de voir un peu les complexités de l'acte d'achat et notamment les difficultés qui amènent parfois les communes ou les EPCI à entrer en conflit juridique avec les fournisseurs. Ma question porte sur les marchés à bon de commande. Est-ce que ceux-ci peuvent rentrer dans le cadre des différentes propositions qui sont possibles, l'allotissement, le contrat d'achat, les seuils de procédure, etc., et même la dématérialisation des procédures? Qu'en pense l'intervenant? Merci, Monsieur le Président, pour cette question. Alors, le marché à bon de commande se singularise tout simplement par ses conditions d'exécution. En réalité, c'est un marché comme les autres, mais son exécution, c'est un marché comme les autres dans sa construction, mais son exécution, elle se traduit par l'émission de bons de commande au fur et à mesure de la survenance du besoin. Mais dans sa construction, un marché à bon de commande, il sera conclu au regard des seuils en considération du besoin théorique à satisfaire. Si je prends par exemple un marché à bon de commande de formation des agents municipaux ou des agents intercommunaux, j'estime le besoin sur la durée du marché et je tire mes bons de commande au fur et à mesure des sessions de formation à organiser. Idem pour l'allotissement. Si j'ai un marché d'entretien ou de maintenance de la salle polyvalente communale ou intercommunale, je vais pouvoir avoir différents lots. Un lot
chaufferie, un lot plomberie, un lot peinture, etc., avec différents intervenants. Je vais estimer le marché de maintenance de la salle polyvalente sur l'ensemble de la durée du marché et je vais émettre des bons de commande au fur et à mesure. Donc, le bon de commande n'est qu'un aspect particulier de l'exécution du marché, mais c'est totalement indifférent sur la construction du marché lui-même, qu'il s'agisse de l'allotissement ou qu'il s'agisse de l'estimation du besoin ou même des procédures d'achat dématérialisées. En gros, si je comprends bien, on a un marché, on a un volume qu'on a estimé de X montant et on émet les bons de commande en restant dans ce volume-là qui a été estimé. Exactement, et ce montant est estimé, ça veut dire que potentiellement le montant ne sera pas atteint. Hein. Et là encore, on est dans une estimation. Si j'ai par exemple un marché de formation, encore une fois, des agents municipaux pour 10 formations annuelles et que, en réalité, in fine, à la fin de l'année, je dis, bah, je n'ai réalisé que 6 sessions de formation, j'ai tiré 6 bons de commande. Et c'est tout. Et le prestataire ne peut pas venir vous voir en disant oui, mais quid des 4 autres bons de commande? Les 4 autres bons de commande, ils ne sont pas tirés parce que le besoin n'a pas, ne s'est pas matérialisé. Un marché à bons de commande sur la base d'une estimation n'ouvre pas droit à l'exécution de l'ensemble de l'estimé. C'est bien la différence entre le marché avec montant estimé et le marché avec un minimum d'engagement. Lorsque vous êtes engagé sur un montant, vous devez satisfaire votre titulaire à hauteur de ce montant. Et si vous ne le faites pas, là, il a droit à une indemnité. Dans le cas d'un marché à bon de commande estimé, ce n'est pas le cas. Merci. Je vous en prie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, les supports, il y avait une question sur les supports. Ils vont vous être tous envoyés à l'issue des ateliers. Hein, c'est ce que Cyrielle m'indique. Oui, effectivement, nous les attendons avec une certaine impatience pour ne pas nous éloigner de la prestation orale ou des prestations orales que nous avons suivies. Voilà. Donc, vous aurez le support très vite. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Monsieur Malespine? Non, Monsieur le Président, vous voulez faire un petit mot de clôture? Oui, bien, depuis que nous avons lancé cette procédure, je veux remercier ceux qui nous ont aidés à la monter, en particulier vous, Madame, qui êtes l'organisateur, Nathalie Dorès, mais je dois dire que c'est relativement complexe pour un maire débutant d'appréhender l'ensemble des différentes procédures qui nous ont été présentées sur un sujet ou sur un autre. Il y aura lieu vraisemblablement bien de faire des relances dans ce domaine. Moi, j'envisagerais, en tant que président de l'association des maires, bien de faire venir quelques opérateurs pour donner des explications concrètes. Je crois qu'il faut souligner aussi que l'effort a été fait par les différents présentateurs bien de donner des exemples. Et ce matin, nous avons entendu effectivement des exemples concrets qui montrent que la procédure d'achat peut permettre à des prestations de type intellectuel eh bien, d'adopter cette procédure. Je crois que c'était un bon exercice qui rafraîchit la mémoire ou du moins qui donne des informations aussi pour ceux qui sont des débutants dans la fonction de maire qui devient de plus en plus pointue sur le plan juridique.
Merci, merci, merci. Bon, bah, écoutez, oui, dès qu'on pourra se réunir physiquement, on vous proposera une réunion. On pourra se rencontrer, on pourra compléter tout ça. En tout cas, approfondir. Merci. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon appétit. Oui, bon appétit à vous. Et merci donc à Guillaume Malespine pour son intervention. Merci à vous. Merci à Nous nous retrouvons, il me semble, vendredi, Cyrielle? Vendredi ou jeudi sur le budget, c'est ça? Vendredi 17h, oui, élaboration du budget. Les fondamentaux de l'élaboration d'un budget communal. Voilà, bonne journée, bon Bonne journée. appétit. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.